Deux regards sur le résultat de ces élections législatives. Le vôtre, Mathilde Costil, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, cartographe au Monde, docteur en géographie. Vous êtes venu avec vos cartes colorées. Et on va revenir très largement sur la manière dont cette assemblée dessine une autre France politique. À côté de vous, Étienne Ollion, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, professeur à l'école polytechnique, chercheur au CNRS et on vous doit notamment les candidats novices et professionnels en politique aux presses universitaires de France et métier député, un livre que vous aviez publié aux éditions Raison d'agir. Les résultats de cette élection législatives sont commentées de différentes manières dans la presse. J'ai utilisé le terme qui revient au moins sur deux unes, celui de gifle. Gifle parce que le parti présidentiel n'a pas la majorité absolue comme on le sait. Gifle aussi parce que c'est un système qui aujourd'hui témoigne d'un certain essoufflement. On a une assemblée qui est divisée entre différents partis dont aucun n'a la possibilité à lui seul d'avoir la majorité absolue. Il va falloir faire des coalitions et c'est cela peut-être le premier renseignement, Étienne Ollion, c'est que finalement cela redonne son pouvoir à l'Assemblée. Oui, alors on se retrouve en effet dans une assemblée qu'on n'avait jamais connue, parce qu'une majorité relative aussi faible sous la Ve République, ça m'étonnerait qu'on ait déjà vu ça. Et donc de ce point de vue-là, ça va impliquer une pratique parlementaire assez différente, puisqu'il va falloir construire des coalitions de projets. On dit souvent qu'en 1988, Michel Rocard avait dû faire ça, mais rappelons que Michel Rocard avait à la fois à l'époque l'article 49.3 qui lui permettait de faire passer les lois, il n'y en a plus qu'un maintenant depuis la révision de 2008, et puis surtout, Michel Rocard, il lui manquait 14 députés. Là, à l'heure actuelle, il en manque un petit peu plus au gouvernement actuel pour avoir une majorité certaine. Alors ensuite, difficile de faire des prédictions dans un état aussi gazeux qu'est ce champ politique en recomposition. Il ne serait pas... Recomposition, en tout cas. Ou décomposition. Mais en tout cas, il n'est pas impossible que la majorité arrive à faire une coalition qui soit une coalition relativement stable. Avant l'élection, on parlait d'un accord technique avec le parti Les Républicains. On a entendu des tensions, des avis différents sur le sujet. Ça n'est pas le président des Républicains estime, lui, qu'il n'y aura pas d'accord. Tout à fait, et donc peut-être qu'il n'y aura pas d'accord, mais il y a différentes manières de faire des accords. On peut faire des soutiens avec participation, on peut faire des soutiens sans participation, les communistes l'avaient fait à l'époque. On peut aussi faire ni soutien ni participation, mais pas censure. Donc on a toute une série de possibilités qui s'offrent aux Républicains pour négocier leur emprise sur la majorité actuelle. On avait entendu dire pendant la précédente législature qu'il y avait trop de députés qui se comportaient comme des godillots. On avait parlé de Playmobil, il y avait toute une série de noms d'oiseaux. Étienne Ollion, le métier de député, puisque c'est à lui que vous êtes attaché, ce métier pourrait retrouver de son lustre. Le métier et l'institution, parce que finalement, il y a des déplacements qui vont s'opérer, puisqu'une série d'arbitrages vont avoir lieu au Parlement, puisque à l'Assemblée nationale vont se situer aussi toute une série de personnes qui font la pluie et le beau temps du jeu politique. Il est certain que le Parlement va redevenir un endroit intéressant, beaucoup plus intéressant qu'il ne l'était quand on avait des décisions qui étaient prises à l'Élysée et qu'on faisait valider à l'Assemblée nationale, ce qui est le cas sous la Ve et ce qui avait été encore plus le cas sous cette législature, puisque justement Emmanuel Macron avait profité, au sens de bénéficier, d'une situation dans laquelle les députés novices ne lui faisaient pas beaucoup de tort ni d'opposition. Alors, il y a des députés novices aujourd'hui, il y a des profils qu'on a présentés comme atypiques, on a raison, on a tort par rapport à l'histoire de l'Assemblée nationale, Étienne Ollion. Alors, il va falloir voir l'Assemblée son visage tel qu'il va exister dans les semaines qui viennent, et c'est ce quoi nous allons nous atteler avec les journalistes, avec des collègues. Mais il est certain qu'on a déjà vu des personnes arriver qui n'étaient pas présentes auparavant. Alors, il y a les personnes d'une espèce de société civile constituée, qu'on a vu émerger au sein de la NUPS. Alors, Stéphane Ravaclet, le boulanger de Besançon qui s'était mobilisé pour son apprenti n'est pas élu. Par contre, Rachel Keke, qui avait mené la grève des femmes de chambre de l'hôtel Batignolles, elle, est élue. Et je ne sais pas, je n'ai pas regardé si c'est la première femme de chambre élue à l'Assemblée, mais en tout cas, c'est certain que ça fait rentrer à l'Assemblée, ne serait-ce que par elle et par quelques autres qu'on a pu voir émerger dès hier, toute une catégorie de personnes qui étaient durablement exclues de l'Assemblée nationale. C'est les classes populaires. Les classes populaires n'étaient plus présentes à l'Assemblée nationale et la dernière législature l'avait encore montré avec une tendance beaucoup plus forte, puisqu'on avait
2% d'ouvriers et d'employés quand ils représentent 48% de la société française. Donc on a déjà ça, et puis il va falloir... C'était un pourcentage en diminution ? C'était un pourcentage en diminution. L'Assemblée nationale n'a jamais été représentative, on n'a jamais eu une assemblée miroir, mais on avait eu au cours de l'assemblée précédente une assemblée qui avait encore accentué le hiatus, le décalage entre la société et l'Assemblée nationale. Alors voilà, on aura ces gens-là, il y en aura au sein de la NUPS, j'en ai vu quelques autres, et puis on va aussi voir du côté du Rassemblement national des personnes qui ont certainement des profils assez proches et qui sont aussi probablement des novices. C'est-à-dire même pas cette société civile constituée de gens qui s'étaient engagés, mais vraiment des gens qui vont découvrir, comme l'avaient découvert les macronistes la dernière fois, l'Assemblée, son institution, son fonctionnement. Ces novices, justement, qu'est-ce qu'ils sont devenus au terme donc, de cette législature Étienne Ollion ? Il y avait eu énormément de personnes qui avaient été élues, comme vous venez de le dire, pour la première fois, notamment par donc le jeu de la République En Marche, qui était un parti nouveau et qui, bien souvent, avait enrôlé des novices. Est-ce que vous les avez suivis ? Qu'est-ce que ça a donné comme type de trajectoire ? Alors on les a suivis, en effet, moi dans mon équipe, et puis d'autres chercheurs, d'autres chercheuses. Et ce qu'on avait réussi à voir, c'est que globalement, ils n'avaient pas vraiment réussi à s'imposer. Que la promesse du renouvellement de la politique par le renouvellement des visages était une promesse qui risquait de rester et qui était restée finalement non avenue. Pourquoi ? Parce que quand on ne change pas les règles du jeu, quand on met des novices en compétition avec des personnes qui ont beaucoup plus d'expérience, ils se retrouvent relégués à tous les seconds postes de l'Assemblée nationale. Et c'est exactement ce qui s'était passé. Alors évidemment, il y avait toujours des contre-exemples qu'on peut citer, mais contre-exemples n'invalident pas la loi statistique. Quelqu'un qui a été battu hier, Amélie de Montchalin, encore qu'elle n'était pas exactement novice parce qu'elle avait fait un peu de stage en politique, mais enfin c'est quelqu'un qui était monté assez rapidement et qui dans sa première année avait pris de la lumière et ensuite était allé au gouvernement. On pourrait citer Jean-Baptiste Djebari, on pourrait citer Laurent Pietraszewski dans le Nord. Voilà. Alors il y en avait quelques-uns comme ça, mais globalement la tendance était qu'ils avaient plutôt été une espèce de chair à canon législative qui était utilisée plus ou moins consciemment pour faire fonctionner la machine parlementaire LREM. Pour ce qui est, je n'ai pas regardé l'intégralité de leurs résultats depuis hier soir, mais la plupart d'entre eux, ce qui moi m'avait surpris, c'est qu'ils ont déjà été réinvestis. On pouvait penser que la condition politique, que moi j'avais tenté de décrire à travers cette expérience intéressante de parlementaires qu'on plonge en fait de personnes qu'on plonge dans le grand bain de la politique, tenter de savoir ce que c'est que la politique contemporaine. Et beaucoup exprimaient quand même la difficulté de cette condition politique contemporaine, le temps qui ne vous appartient pas, l'absence de séparation entre la vie publique et la vie privée, l'absence aussi d'anonymat, et puis les coups, la violence des échanges en milieu parlementaire, etc. Bon, et pourtant, ils y sont retournés, et une partie d'entre eux, je ne peux pas vous donner de chiffres aujourd'hui, sont réélus. Il y a eu aussi des défaites marquantes parce qu'elles touchent au contraire des députés qui étaient des députés expérimentés. Je songe par exemple à Christophe Castaner et Richard Ferrand. Oui, tout à fait. Alors là, on a de manière assez classique une vague avec, comme sous la 5e République reformatée post-2002, après l'inversion du calendrier, toute une série d'élus qui parfois étaient des élus installés de longue date, des élus implantés qui connaissent une défaite. Et en effet, on peut citer ces deux-là, il y en a toute une série d'autres qui aujourd'hui se retrouvent sans mandat et qui depuis la fin du cumul des mandats, ou la réforme du cumul des mandats, se retrouvent aussi sans mandat désormais. Et puis l'autre enseignement, l'autre fait marquant de cette élection, et cela, Mathilde Costil, il se voit au travers des cartes de géographie que vous maniez, c'est le score inattendu du Rassemblement national. Qu'est-ce que ça signifie géographiquement ? Effectivement, je pense que la première chose qui marque quand on regarde une carte ce matin, c'est la prégnance des circonscriptions qui sont chez nous coloriées en marron, qui est la couleur du Rassemblement national. On s'attendait à ce que le Rassemblement national fasse un bon score, entre guillemets, par rapport au plafond de verre qu'ils ont toujours eu entre leurs résultats aux élections à la présidentielle et à la législative. On savait qu'ils auraient un groupe à l'Assemblée nationale, mais on ne s'attendait pas du tout à ce raz-de-marée de 89 circonscriptions qui ont élu un député RN. On s'attendait à les voir apparaître dans le nord de la France, Nord, Pas-de-Calais, Somme, Oise. Plus inattendu, alors ils font des très bons scores aussi sur l'arc méditerranéen, en fait dans toute leur zone de force historique, mais aussi
Par exemple, on a des percées dans le Lot-et-Garonne qui, pareil, est une terre un peu historique du Rassemblement national, mais en Gironde, 2 circonscriptions qui sont passées au Rassemblement national. C'est inédit, aussi en Charente. Et donc, on se rend compte que finalement, y compris sur des zones qui étaient apparues à la présidentielle comme ayant mis en tête le Rassemblement national, mais pas avec des scores très élevés, que là, ils ont réussi à gagner les circonscriptions dans le Loir-et-Cher, dans le Loiret, etc. Donc c'est au-delà de ce que le parti espérait, puisque Marine Le Pen imaginait avoir 60 députés, elle en a 89. Ce qui est étonnant, Mathilde Costil, c'est que finalement, on se dit qu'on avait déjà une situation au second tour de l'élection présidentielle où Marine Le Pen était arrivée en tête, donc avait obtenu un score supérieur à celui d'Emmanuel Macron dans certaines circonscriptions. Est-ce que finalement la carte que vous avez devant vous, cette carte qui montre donc à quoi va ressembler la prochaine Assemblée nationale et d'où viennent ces députés du Rassemblement national, est-ce que c'est cette carte-là finalement, ces circonscriptions qui ont donné un avantage à Marine Le Pen pour la présidentielle? Oui. En fait, on retrouve vraiment les territoires qui avaient fortement voté Marine Le Pen. On pense à l'Eure, par exemple, qui avait fortement mis en tête Marine Le Pen. On pense au Lot-et-Garonne, qui donc depuis 2002 avait déjà mis en 2002 Jean-Marie Le Pen en tête au premier tour de l'élection présidentielle, qui là, en 2022, au second tour, avait mis Marine Le Pen en tête. Et pour le coup, c'était inédit. Donc en fait, on est sur des territoires où elle faisait des bons scores. Mais elle dépasse ces zones de force historiques, en fait, qui sont le nord, l'est, le nord-est et le bassin méditerranéen. Et donc, elle réussit à casser le plafond de verre là où on pensait, finalement, où on avait imaginé que ça tiendrait, entre guillemets. Ce qui veut dire, là aussi, quand on observe cette carte-là, on a affaire à beaucoup de départements. Alors, tous ne le sont pas. Hein. Je pense par exemple à l'arc méditerranéen, mais sinon, on a affaire à beaucoup de départements ruraux. C'est ça qui frappe. Effectivement. Notamment, on peut penser à la Haute-Marne et à la Haute-Saône, qui sont des départements en perte de population, très fragilisés, avec une population pauvre, précaire, qui se sent éloignée de Paris, des institutions. Et donc, on peut penser que c'est des facteurs qui ont pu jouer dans le vote Rassemblement national, même si on sait bien que c'est multifactoriel, ce vote. Mais on peut penser aussi à un cas très intéressant au niveau de la Gironde. En fait, on voit bien que c'est le Médoc, le Blayais qui ont envoyé à l'Assemblée nationale des élus Rassemblement national. Et ce sont des territoires, en fait, qui ont assez mal vécu l'explosion des prix immobiliers à Bordeaux, où il y a eu une relégation d'une partie de la population qui est très dépendante de la voiture, avec un couloir historique de la pauvreté sur ce territoire-là. Donc, on voit bien... C'est-à-dire un couloir historique de la pauvreté, vous le situez où géographiquement? En fait, l'INSEE, dès 2010, dessine un couloir de la pauvreté qui va de l'embouchure de la Garonne et qui descend jusqu'au Lot-et-Garonne, en fait, et qui suit comme ça la Garonne et aussi les territoires de vignobles, en fait. C'est-à-dire, en fait, des campagnes paupérisées? Des campagnes paupérisées, complètement. Qui sont donc généralement moins évoquées que des zones qui sont des zones urbaines paupérisées. Oui. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à focaliser sur ce qui se passe dans les villes et les centres-villes, les banlieues. Mais là, c'est comme si c'était les territoires ruraux qui venaient se rappeler à nous. Même si c'est évidemment pas le cas sur l'arc méditerranéen, on est sur une autre dynamique. Là, c'est effectivement un autre profil. Un commentaire, Étienne Lyon, je vous voyais opiner du chef. Mais je pense que l'analyse géographique est tout à fait juste. Ensuite, on peut se demander pourquoi est-ce que ça fait aussi longtemps finalement que des territoires qui votaient Front National n'avaient pas envoyé des députés Front National à l'Assemblée nationale. Et je pense que... surtout majoritairement à la présidentielle. Majoritairement à la présidentielle. Et je pense que ce qu'on a vu, ce qui s'est produit dans cette campagne, c'est la fin, au moins provisoire, de ce qu'on a
appelait habituellement le Front républicain, c'est-à-dire que les logiques de désistement, les appels à voter au sein des partis qui se voulaient être républicains, n'ont pas du tout fonctionné. Alors on ne peut pas dire que ce soit complètement une surprise, mais c'est sûr qu'on a clairement vu au sein de cette campagne la disparition de ces logiques, avec, on se souvient, Elisabeth Borne le soir du premier tour, qui met dans le même ensemble les extrêmes, qui le répète 4 fois, avec Éric Dupond-Moretti qui répète exactement la même chose. Et au sein même de la majorité, des voix différentes se sont faites entendre, mais parmi les voix les plus à gauche, entre guillemets, on disait pas une voix pour le Front National, ce qui n'est pas du tout la même chose que d'avoir un accord de désistement qui avait lieu, encore une fois, il y a quelques années. Alors, il ne faut pas vivre dans la nostalgie d'un temps, d'un Front républicain qui aurait existé, qui disparaît. En fait, le Front républicain, il a eu des hauts et des bas, mais en l'état actuel des choses, on voit très clairement que, d'une part, la politique du gouvernement qui avait installé le Front National, le Rassemblement National, comme son meilleur opposant, son premier ennemi, n'a pas fonctionné, et d'autre part, que la logique de désistement n'a pas eu lieu cette fois-ci. Est-ce que les zones périurbaines, justement, à cet égard, Mathilde Costil, est-ce qu'elles ont davantage voté qu'on croyait, parce que ce sont généralement ces zones-là qui sont attribuées au Rassemblement National, et le poids de l'abstention était généralement censé favoriser un parti comme La République En Marche? Alors, à ce stade-là, c'est difficile de le dire parce qu'il va falloir descendre à l'échelle du bureau de vote de la commune pour voir ces résultats-là. Pour l'instant, on est à l'échelle de la circonscription dans les premières cartes qui sont sorties. On a eu les résultats que cette nuit. Mais effectivement, on voit bien que déjà le cœur des villes vote très différemment des périphéries et des périphéries. Mais il faudra analyser ça plus en détail par la suite. Ce qui veut dire que finalement, et cela explique que les grandes villes, mais alors je parle sous votre contrôle, ont contenu la montée du Rassemblement National. Oui, effectivement. Et on avait regardé au bureau de vote, pour le coup, comment avaient voté ces grandes villes aux législatives 2017, aux municipales 2020 et au premier tour des législatives 2022. Et on se rend compte que ces grandes villes, en fait, sont passées d'un vote, grosso modo, avaient mis en tête La République En Marche en 2017, ont pour beaucoup eu un vote plus classique, Europe Écologie Les Verts, droite en 2020, et la NUPS a remplacé le vote Europe Écologie Les Verts, et LRM a remplacé le vote pour la droite. Nos invités pour commenter ce second tour des élections législatives, Mathilde Costil, journaliste, cartographe au Monde, Étienne Ollion, sociologue, professeur à l'école polytechnique et chercheur au CNRS. Vous vous êtes notamment attaché à décrire le métier de député dans un livre que vous avez publié aux éditions Raison d'agir. Étienne Ollion a un commentaire sur ce que vient de dire Frédéric Saïs. Je pense en effet qu'on est plusieurs hier soir, en regardant l'hémicycle projeté sur les écrans de télé, à s'être dit qu'il y avait un petit air de 4e République. Cette carte, cette tripartition, et puis l'éclatement à l'intérieur de la tripartition entre toute une série de partis, rappelle ça. Alors ensuite, bien malin, qui pourra dire comment ça va fonctionner le système ou comment il ne va pas fonctionner. En effet, on est dans une situation qui est relativement inconnue. On n'a pas de culture parlementaire parce qu'on n'en a pas eu besoin. Ça va nous amener à nous poser la question de savoir si l'institution elle-même va amener à avoir du parlementarisme. Qu'est-ce que ça veut dire, pas de culture parlementaire? Qu'est-ce qui fait défaut? Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, eh bien, les parlementaires étaient nécessairement des godillots? On ne peut pas dire que c'était des godillots, mais c'est certain qu'ils avaient un pouvoir qui était relativement limité et que le gouvernement pouvait tranquillement faire à côté et parfois sans les parlementaires. Il y avait une ligne directe entre la majorité et l'exécutif qui faisait que le gouvernement était de manière classique, statistiquement, installé et pouvait faire passer ses textes de loi. C'est quelque chose qui va probablement prendre un petit peu de plomb dans l'aile. Maintenant, le parlementarisme dit rationalisé, c'est-à-dire tous les outils qu'on a mis en place pour tempérer les velléités du Parlement sont toujours là. Et donc, certes, l'Assemblée de la 5e n'a pas été pensée pour fonctionner avec 3 blocs. Elle n'a pas été pensée pour fonctionner aussi avec 10 groupes. Et à mon avis, ça, c'est quelque chose qui va être très compliqué Pourquoi? au quotidien. À quoi ça sert un groupe? Alors, les groupes parlementaires, donc c'est ces institutions dans lesquelles
nouveaux députés viennent s'inscrire et ils ressemblent en général aux partis politiques, grosso modo. Il faut à l'heure actuelle 15 parlementaires. On a abaissé le seuil. On a abaissé le seuil en 2012, Pourquoi ? c'était 30, parce qu'on voulait que les écologistes puissent avoir un groupe au sein de la majorité, la coalition socialiste écologique, parti radical de gauche. Et ces groupes sont des endroits assez importants parce qu'ils gouvernent les temps de parole, l'accès aux questions au gouvernement, les ressources, les salles. Et donc, de manière célèbre, le Front National, même quand il plaçait quelques députés, comme la fois précédente, n'avait pas de groupe. À l'heure actuelle, le Front National va non seulement avoir un groupe, mais aussi la capacité de saisine du Conseil constitutionnel et toute une série d'autres armes. Donc on est dans cette situation à l'heure actuelle où voilà, on a 10 groupes qui vont évoluer à l'Assemblée nationale, ce qui risque de donner quelques maux de tête aux administrateurs qui font tourner l'institution. C'est-à-dire que concrètement, qu'est-ce que ça pourrait faire ? Parce que ce qui souciait le général de Gaulle, c'était évidemment le blocage. Le parlementarisme, c'était une sorte de désordre. Alors, pour De Gaulle, c'était le désordre. Pour un philosophe comme Rancière, c'est une critique de ceux qui n'aiment pas véritablement la démocratie, puisque finalement, ils se soucient des excès de démocratie. Expliquez-nous, Étienne Ollion, justement, si cela pourrait aboutir, je ne sais pas, à une sorte de discussion permanente caricaturée par les ennemis du parlementarisme. Une discussion permanente, finalement, ce ne serait pas une mauvaise chose. Un Parlement, c'est quand même fait oui, pour c'est parlementer. pour ça que je disais bien que c'était cela qui était souligné par les ennemis du parlementarisme. Tout à fait. Mais évidemment, l'inquiétude, c'est que les textes de loi n'arrivent pas à passer, et puis plus que cela, qu'on se retrouve dans une situation avec des oppositions et une instabilité. C'est ça la critique principale et fondamentale en fait que fait De Gaulle au régime de la 4e République, contre lequel il passe la 5e et il met en place une série de mesures. Je pense que bien malin est la personne qui aujourd'hui pourrait nous dire comment va fonctionner l'Assemblée nationale à venir, parce que évidemment tout ça est pris dans une absence de culture parlementaire, des institutions qui n'ont pas connu cette pratique-là et des jeux politiques qui vont à partir d'aujourd'hui recommencer, puisque Emmanuel Macron n'étant pas candidat à sa propre succession, il y a toute une série de personnes qui vont penser au coup d'après, et je pense que Édouard Philippe n'y pense pas qu'en se rasant. Ceci étant dit, moi je ne suis pas certain que l'Assemblée va être ingouvernable. Imaginez Emmanuel Macron, on est dans toute une série de scénarios là, mais faisant un accord technique avec une partie des Républicains, on est à 245 ce matin parlementaires LREM, il faut trouver une quarantaine de personnes pour l'appuyer, c'est pas une majorité stable. En fait, ce qu'il veut éviter, c'est pas il ne veut pas forcément monter à 289 voix, il veut éviter une motion de censure contre lui. C'est ça qui va être le principal enjeu. Et là, du coup, il y a des marges de manœuvre pour négocier. Il est certain que l'Assemblée nationale, par contre, va reprendre un poids qu'elle avait perdu. Vous disiez à l'instant que les chefs de file avaient déserté l'Assemblée. C'est très vrai, peut-être à leur tort. L'autre question qui est posée, c'est celle, on l'évoquait tout à l'heure, le 49.3. Est-ce que ça peut être un mode de gouvernement ? C'est compliqué pour deux raisons. D'une part parce que le 49.3, donc qui permet de faire passer des textes de loi sans vote, à condition qu'il n'y ait pas une majorité qui vote une motion de censure, le 49.3 ne peut plus être utilisé qu'une fois par session maintenant. Donc il n'y aurait plus qu'une cartouche par session. Et puis la deuxième chose, c'est que en fait, si Emmanuel Macron utilisait un 49.3 qui mettait l'opposition intégralement contre lui, la motion de censure pourrait être votée. Et donc ça devient cette fois-ci vraiment dangereux. Une motion de censure, qu'est-ce que ça signifie ? Une motion de censure, ça veut dire qu'on demande aux parlementaires de se prononcer sur la viabilité du gouvernement et que si on, sous le régime actuel, réunit une majorité absolue, donc plus de 289 votants, 289 de facto, le gouvernement doit présenter sa démission. La dissolution ? La dissolution, c'est pareil, elle est possible dès aujourd'hui, d'une certaine manière, mais j'imagine assez mal le président la faire, puisque là, ce serait un quasi coup d'État, ou en tout cas un coup pour la démocratie, puisqu'on a fait voter les gens. En tout cas, ça n'aurait pas de sens et ce serait un très mauvais coup politique. Par contre, la dissolution n'est pas impossible dans les mois, années à venir, si jamais on se retrouvait dans une situation de blocage, plus ou moins produite par tel ou tel parti, l'exécutif y compris. C'est une possibilité. Mathilde Costil, on a décrit cette nouvelle carte de France pour le vote Rassemblement national. On a beaucoup parlé de l'abstention avec un niveau élevé, 54% d'abstention. Y a-t-il une possibilité là aussi de construire une carte de France de l'abstention ?
Oui, effectivement, l'abstention est géographiquement très marquée. Elle se retrouve notamment beaucoup dans les territoires au niveau du nord de la France, au niveau des banlieues populaires qui s'abstiennent toujours beaucoup plus, dans le bassin minier aussi de l'Est. Et puis on la retrouve de façon plus étonnante dans les territoires frontaliers en général, au niveau du Haut-Rhin, de la Haute-Savoie, du territoire de Belfort, qui sont toujours des territoires qui s'abstiennent plus. On peut supposer que, mais c'est difficile, hein, évidemment. Parce que ce sont des territoires qui sont a priori très distincts de ce que vous évoquiez comme étant les caractéristiques des lieux où on s'abstient. Mais on a toujours vu ces territoires s'abstenir plus. On peut supposer que notamment le fait qu'il y ait beaucoup de travailleurs frontaliers dans ces territoires-là, en fait, joue sur l'espèce d'adhésion au vote, mais c'est vraiment une hypothèse, en fait. Mais c'est quand on regarde à une échelle assez fine. C'est vraiment ces territoires-là qui bordent la frontière, notamment au niveau de la Suisse, par exemple, ou de la Belgique. Mais la frontière italienne, ça ne marche pas ? Pas au niveau de la frontière italienne, non. D'accord, donc c'est seulement c'est assez étonnant. Seulement certaines frontières. Exactement. Et ce vote, donc ces abstentions, est-ce qu'elles se sont caractérisées de manière différente cette fois-ci ? Est-ce que finalement, on a beaucoup parlé d'abstention, mais on s'est retrouvé avec des niveaux comparables à ceux des législatives précédentes ? Je parle de celle de 2017. De 2017, oui, parce qu'effectivement, on est quand même sur une augmentation de l'abstention à chaque législative de façon vraiment importante. Mais ce qui est intéressant, ça va être de regarder des cartes à un territoire fin, donc soit à l'échelle de la circonscription ou du canton. Ce que nous, au service infographie, on a fait en fait dans l'entre-deux tours, c'est-à-dire qu'on a comparé l'abstention aux législatives 2017 avec l'abstention aux législatives 2022. Et on se rend compte que si l'abstention a augmenté de 1,2 points de façon nationale, en fait, il y a des territoires où elle a plus augmenté et des territoires où elle a plus baissé. Et c'est là que ça devient intéressant. Elle a augmenté dans des territoires qui sont des territoires qui votent bien. Elle a notamment augmenté en Bretagne et en Loire-Atlantique de façon étonnante, dans des poches du Nord et de l'Est, dans les arrondissements de l'Ouest parisien. Et donc, c'était Brice Teinturier, interrogé par Abel Mestre, qui disait que l'hyperpolarisation en fait, entre la majorité présidentielle et la NUPES avait pu laisser des gens de côté, notamment de droite, qui n'avaient certainement pas été votés au premier tour. Et plus intéressant aussi, c'est de regarder là où elle a baissé. En fait, entre le T1 2017, le premier tour 2017 et le premier tour 2022, elle a baissé en Haute-Garonne, dans l'Ariège, la Drôme, l'Ardèche, l'Isère, l'arrière-pays de l'Hérault, une partie de la banlieue de Seine-Saint-Denis, le 18e, le 20e, le 13e arrondissement de Paris, qui sont finalement des territoires de force, entre guillemets, de la NUPES et de la France insoumise au premier tour de la présidentielle. Donc ça veut dire que cela les a remobilisés ? En partie. En partie parce que, notamment dans les banlieues vraiment très populaires, cette mobilisation, c'est pas forcément faite non plus. Le vote pour la NUP, comment le cartographier là aussi ? Effectivement, c'est assez disparate sur la carte, j'ai envie de dire. Et c'est peut-être ce qui marque aussi quand on regarde cette carte, c'est qu'elle est très colorée partout. Mais ce qui est frappant, c'est qu'elle est donc très présente dans les grandes villes. Dans les grandes villes, ça a été quand même marquant de voir les scores obtenus par la coalition de gauche. Complètement, on peut penser à Lille, où tous les bureaux de vote ont mis la NUPES en tête au premier tour, à part 4 bureaux de vote. On se retrouve dans des situations similaires, notamment vers Rennes, à Rennes. Et donc, effectivement, les territoires de force de la NUPES aujourd'hui sont les centres-villes, mais on retrouve aussi l'Ariège. Et plus étonnamment, ou en tout cas là où on ne les attendait pas forcément, la Creuse, notamment, une partie des Pyrénées-Atlantiques, et finalement on retrouve, se dessine un petit peu ce grand ouest qui a toujours été plus favorable à la gauche qu'à la droite, et au niveau de la Bretagne aussi, où la NUPES remporte quelques circonscriptions. Qu'est-ce que ça signifie ? Parce que donc, la NUPES, ce qui est compliqué là aussi comme interprétation, c'est que c'est une coalition, donc et il y a des députés La France Insoumise, d'autres PS, d'autres Europe Écologie Les Verts. Donc il faudrait peut-être aussi essayer de distinguer clairement entre ces différentes nuances. Complètement. Et ça, on le regardera dans un second temps, j'ai envie de dire, mais pour répondre... Quand même, par exemple, on se rend compte que sur les 4 villes que nous avions étudiées au bureau de vote, que ça soit à Lyon ou sur les 4 circonscriptions, on avait 2 candidats Europe Écologie, 1 Génération Écologie pour un seul LFI.
Donc le rapport n'est pas du tout le même qu'au national. Pareil à Bordeaux où on avait pour 3 circonscriptions 2 candidats Europe Écologie, 1 LFI. Et c'était plus réparti à Lille. Donc on se rend bien compte que finalement, sur ces territoires, notamment de grandes villes, on avait une surreprésentation, entre guillemets, des candidats Europe Écologie Les Verts au sein de la NUPES. Étienne Ollion, justement là-dessus, sur ce vote NUPES qui dessine une carte qui est quand même à la fois donc, assez précise sur les grandes villes et puis plus éclatée ailleurs. Oui, on a ce que vient de dire Mathilde Costil, en effet, et ce que vous venez de rappeler, des villes qui, en effet, ont voté plus fortement. Moi, ce qui me frappait surtout, c'était la question de l'abstention, qu'on a tendance à oublier, mais qui a été extrêmement forte. Abstention qui a, par ailleurs, une propriété intéressante cette fois-ci. Je crois qu'il va falloir commencer à regarder de manière détaillée ce qu'on appelle les matrices de transfert, c'est-à-dire ce qu'ont voté les électeurs du premier tour au second tour. Et j'ai l'impression que la tripartition qu'on est en train de voir donne à penser, donne à voir, d'ailleurs, dans les premiers résultats que j'ai pu avoir hier, une abstention très forte dans les personnes qui n'étaient pas représentées, dont le candidat n'était pas représenté au second tour, ce qui participe d'une désaffection, d'une abstention. Abstention dont il faut noter qu'elle n'a pas augmenté hier par rapport au deuxième tour de 2017, mais elle reste quand même dans un étiage extrêmement élevé. Mais voilà, tripartition qui rappelle aussi que le Front républicain a d'une certaine manière disparu, puisqu'on n'arrive plus à mobiliser les électeurs d'un camp pour aller voter pour l'autre en opposition au troisième. Est-ce que ça signifie que cela accompagne cette disparition du Front républicain, la banalisation du Rassemblement national ? Indéniablement. On a eu le Front national dans les discours, ensuite on a eu le Rassemblement national dans les urnes, et maintenant on a le Rassemblement national dans les sièges à l'Assemblée nationale, ce qui évidemment va donner une tribune, puisque quand on est premier groupe ou deuxième groupe d'opposition, ce qu'on a le plus à l'Assemblée nationale, c'est un parloir, un endroit où on peut exprimer ses positions. Ça va par ailleurs l'installer beaucoup plus. Il ne faut pas oublier que quand on a l'Assemblée nationale, on va disposer du financement de la vie politique. Hier, le Front national a probablement résolu tous ses problèmes de dette. Il faut rappeler que le Front national avait 20 millions d'euros de dette sur les 5 prochaines années. J'ai fait un calcul sur un coin de table. Ils vont probablement avoir 50 millions. Donc en fait, la dette du Front national n'est plus un enjeu. Et puis, 90 députés, ça veut dire un groupe, ça veut dire aussi 3-4 collaborateurs par élu, donc ça permet d'installer des cadres locaux qui vont former la nouvelle génération, et c'est quelque chose qui manquait au Front National depuis des années. Donc on vient, à travers cette élection, de voir le Front National probablement s'implanter par les ressources. Il n'y a pas que les idées, ça compte évidemment, il y a les ressources, et je pense que le Front National là, vient de se donner la possibilité de s'installer dans tous les territoires que vient d'évoquer Mathilde Costil. Vous voulez dire que ça laisse augurer d'un ancrage régional sur la moyenne durée. Alors la moyenne durée en politique, ces temps-ci, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais... Oui, très probablement. En l'absence de réformes importantes ou de remise à jour en fait du Front républicain, il y a de fortes chances pour que le Rassemblement national, s'installe dans la durée et avec des moyens cette fois-ci. Ce qui était un problème qu'ils avaient parce que depuis des années, ils souffraient. On voyait les candidats FN avec de la rotation, si vous voulez. Ils passaient d'un parti à l'autre, où ils rentraient, ils sortaient. Il y avait des questions idéologiques, évidemment, qui jouaient derrière ça, mais il y avait aussi des questions de stabiliser un personnel politique. Là, je pense qu'ils en ont les moyens. Beaucoup de novices aussi parmi ces élus du Rassemblement national. Mais tout à fait, parce que de la même manière qu'en 2017, Emmanuel Macron avait transformé une faiblesse structurelle, l'absence de cadre, en une force de communication. Il faut changer l'Assemblée, il faut changer les visages. Le Front national, de la même manière, n'avait pas énormément de cadres, même si le parti existe depuis longtemps. Je viens d'évoquer le fait qu'il y avait de la rotation. Et donc, on met sur les listes des gens qui sont des personnes localement impliquées, mais qui n'ont pas forcément une grande culture ou une grande expérience de la politique. Et donc, de nouveau, on va avoir des novices à l'Assemblée, mais cette fois-ci dans une position d'opposition. Et alors, est-ce que ça fonctionne, Étienne Ollion ? Parce qu'on a vu qu'avec La République En Marche, cela avait diversement fonctionné. Ça dépend ce qu'on appelle fonctionner. Évidemment, si la question, c'est de savoir est-ce que ces personnes vont en un mandat être capables de s'imposer, la réponse, c'est ce que je disais en première partie d'émission, c'est probablement pas, parce qu'on se retrouve dans une situation où l'Assemblée, c'est un espace extrêmement codifié, avec des règles, avec une compétition aussi à couteau tiré pour obtenir toute une série de postes et de positions. Et donc, il y a de fortes
fortes chances pour que les novices ne s'imposent pas comme ça. Mais par contre, ça permet de se faire entendre, ça permet de porter des positions, et il y a quelques novices qui arrivent à faire cela. Ceci étant dit, si on veut vraiment faire rentrer la société civile à l'Assemblée nationale, et c'est ce que je défendais dans mon livre, en conclusion, il faut probablement réorganiser le système, équiper les parlementaires. Équiper, ça veut dire quoi? Ça veut dire leur donner les moyens d'avoir des gens qui leur donnent toute une série d'aide, de soutien. Vous savez, aux États-Unis, par exemple, on a des parlementaires qui ont entre 30 et 50 collaborateurs parlementaires. En France, c'est 3 ou 4. Et je pense que Alexandria Ocasio-Cortez, cette élue démocrate, icône de la gauche à New York, parvient à être aussi visible, à avoir autant de mesures, parce qu'elle a derrière elle toute une équipe. En fait, ça n'est rien enlevé à son talent de dire qu'elle a des gens qui l'aident à écrire des lois, des propositions, à réagir. Les parlementaires français n'ont pas ce genre de choses-là. Donc il y a toute une série de choses qui font qu'on peut permettre aux novices d'être présents à l'Assemblée. Il ne faut pas dire qu'il ne faut plus de novices, mais si on veut faire rentrer des novices, il faut les accompagner. Et justement, lorsqu'on suit ces novices, parce que bien souvent pour La République En Marche, on avait parlé d'un recrutement particulier, il y avait beaucoup de diplômés d'écoles de commerce, il y avait donc effectivement des gens qui n'avaient pas fait de politique, mais qui venaient néanmoins de cycles universitaires ou de diplômes longs. Oui, alors c'est sûr qu'il y a aussi d'autres choses, il y a des attentes, et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé quand j'ai travaillé sur l'Assemblée nationale, il y a des attentes relatives à ce qu'est un bon homme ou une bonne femme politique. Savoir s'exprimer, comme je le fais maintenant à ce micro, de manière relativement claire, dans un français qui est un français standard, éduqué, être capable de faire une prise de parole publique, maîtriser certains codes. Et donc tous ces éléments-là font que les novices issus des classes populaires ou les gens qui ne sont même pas novices pouvaient se sentir mal à l'aise. Pour avoir étudié non pas cette législature, mais la précédente, je voyais des élus, femmes, du Parti socialiste qui parfois n'osaient pas trop prendre la parole parce que issus de petites classes moyennes et qui ne se sentaient pas complètement à leur place. Certains novices, parce qu'il y en avait quand même à La République En Marche qui venaient de classes plus moyennes, ce n'étaient pas des ouvriers, me faisaient le même commentaire. Donc il y a aussi cette idée qu'on a des attentes, nous, citoyens, les politiques, le reste des Français, vis-à-vis de qui sont nos responsables politiques. Et je me suis souvent dit que si on veut avoir des personnes ordinaires à l'Assemblée nationale, il fallait peut-être qu'on s'attende à avoir des gens qui ne parlent pas, ou qui parlent plutôt comme des personnes ordinaires et qui ne parlent pas tous comme des responsables politiques, qui ne connaissent pas tous les éléments de langage, qui ne sont pas capables de répondre à sur toutes les nuances du programme à un moment donné. Est-ce que pour les maires, c'est différent, Étienne Ollion ? Les maires sont dans une position différente. Je pense que les attentes sont à peu près similaires pour les maires de grandes villes, si vous voulez. On va avoir le même mode de vie, on va avoir le même cadre, si vous voulez, avec du temps, un temps qui est un temps très labile. Le temps politique, c'est un temps qui est dilaté, qui s'immisce dans tous les pores du quotidien. Vous n'êtes jamais vraiment en repos, il n'y a pas de week-end d'ailleurs. Donc pour ces maires-là, je pense que la situation est relativement similaire. Pour les maires de petites communes, là, la situation est assez différente, qui d'ailleurs n'en vivent pas. Ils ont une allocation, une indemnité, mais elle ne permet pas de vivre. Ce qui pose des problèmes parce que le travail, lui, est effectif pour ces maires de petites villes. Eux aussi sont mobilisables n'importe quand. Il y a un vrai problème de charge mentale, comme on dit. De charge mentale, de charge physique et d'emploi du temps, oui. À partir du moment où vous êtes dans une petite ville, l'indemnité n'est peut-être pas suffisante pour bien vivre, mais elle permet toutefois de vivre. Donc là, on peut décider en effet d'avoir ne serait-ce qu'un travail à mi-temps et travailler à mi-temps sur la ville. Par contre, en effet, si on parle des petites communes en France, et il y en a encore plus de 30 000, dans ces petites communes, on ne peut pas être maire et vivre de cela. Et là, en effet, c'est un investissement pour la communauté qu'on fait, parce qu'on va consacrer beaucoup de temps à son activité de maire. Discipliner une majorité, parce que l'autre conséquence, vous l'évoquiez avec la multiplication des groupes, lorsqu'on a un groupe pléthorique avec donc énormément de députés, on a la possibilité que celui-ci se disloque. On songe par exemple à ce qui était arrivé à François Hollande avec les frondeurs. Les frondeurs avaient été un vrai problème pour lui et peut-être un facteur explicatif de ce qu'il avait fait ou de ce qu'il n'avait pas fait. Disons que la question de la discipline sous la Ve est quelque chose qui revient souvent. Historiquement, au Parti socialiste, il y avait cette idée qu'on s'engueule.
en interne et ensuite on vote ensemble. Et Pierre Joxe racontait, donc, qui avait été responsable du groupe socialiste, ministre, racontait que dans les débats sur la peine de mort, il avait un petit peu tiré les oreilles des quelques récalcitrants et qu'il avait fait battre les personnes qui avaient eu le culot de s'abstenir ou de s'opposer à lui. Et c'est vrai que ce qu'on avait vu dans la législature 2012-2017, c'est la disparition progressive de cette discipline de vote qui restait quand même relativement établie, mais qui sur certains textes venait contrarier les volontés du gouvernement. Je crois que ça n'a jamais complètement mis en danger le vote du gouvernement, qui d'ailleurs a pu dégainer le 49.3 quand il le souhaitait. Donc finalement, c'était pas si gênant que ça. Par contre, en termes d'image, là, c'était un symbole extrêmement fort. On avait, et c'est là qu'est née la rhétorique des deux gauches irréconciliables entre les frondeurs d'un côté et puis le gouvernement de Manuel Valls de l'autre. Mais François Hollande avait réussi finalement à gérer ça. En tout cas, au Parlement, c'était sans difficulté. Le discours sur l'extrémisme, là aussi, c'est quelque chose que l'on retrouve dans certains journaux ce matin, avec le fait que l'on aurait une assemblée qui serait plus radicale que d'autres. Ça dépend quel type de radicalité, mais ce qui est certain, c'est qu'on a une assemblée qui représente beaucoup plus les différents courants politiques de la société, et que de ce point de vue-là, on a vu hier l'échec de ce que devait produire normalement le scrutin uninominal à 2 tours, à savoir donner une majorité, se recentrer, etc. Là, on n'a pas eu ça. Ensuite, en termes d'extrême, il faudra prendre programme par programme, proposition par proposition. On aura certainement une assemblée, en tout cas, beaucoup plus vocale. Ce qui signifie que finalement, ce système majoritaire, il n'écrase pas nécessairement les nuances, parce que c'est ce que l'on a toujours dit, et c'est finalement ce que le Rassemblement national lui-même avait fini par croire, puisqu'ils avaient sous-estimé le score qu'ils ont obtenu. Pendant 60 ans, il a très bien fonctionné pour écraser les nuances. Donc je pense que quand même, il faut reconnaître ça ou lui retirer. Je ne sais pas, ça dépend de ce qu'on en pense. Mais le système est fait pour donner une majorité, une prime majoritaire au parti en tête. Donc de ce point de vue-là, ça existe. Ce qui s'est passé hier, c'est plutôt soit un accident, soit le début d'une nouvelle ère dans laquelle le front républicain ne fonctionnant plus, on peut se retrouver avec un groupe ou plusieurs groupes qui étaient exclus jusqu'à présent. Mais il faut quand même le remarquer, pas du tout la même assemblée que si on avait eu une assemblée élue à la proportionnelle. Le Front National serait beaucoup plus haut aujourd'hui, puisque avec les votes qu'ils avaient eus au premier tour, ils étaient beaucoup plus élevés. Donc la NUPES serait beaucoup moins éloignée de la majorité actuelle. Donc on n'est pas exactement dans une situation où le scrutin majoritaire est annulé quand même. Vous qui avez beaucoup étudié les systèmes parlementaires, Étienne Ollion, est-ce que ça vous rend finalement plutôt optimiste? Alors il y a évidemment aujourd'hui beaucoup de commentaires qui sont liés aux surprises du scrutin, au fait que La République En Marche n'a pas obtenu un score qui lui donne une majorité absolue. Est-ce que malgré tout cela signifie que la France est nécessairement aujourd'hui ingouvernable? J'ai sous les yeux par exemple la une du Figaro. Comme je le disais tout à l'heure, moi déjà je suis un éternel optimiste si vous voulez, et je vois dans toutes ces situations-là la possibilité de faire des expérimentations et de tenter de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc de ce point de vue-là, moi je pense que c'est quelque chose d'intéressant qui va se passer. C'est certain que ça ne pourra pas fonctionner comme ça a fonctionné jusqu'à présent. Une chose quand même, il me semble que si on ne fait que regarder le Parlement, ce qu'on est beaucoup en train de faire aujourd'hui, ce qui est normal étant entendu qu'on est aux mains d'une législative, je pense qu'on a un peu tendance à oublier qu'il y a beaucoup d'attentes qui se sont exprimées ces dernières années relativement à la participation des publics, relativement à l'engagement, à des questions de référendum, etc. Et qu'on oublierait certaines des causes de l'abstention que Mathilde Costil évoquait tout à l'heure si on était simplement en train de se poser la question du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Et oui, parce que là, justement, ce fonctionnement, il va être beaucoup interrogé. Oui, et il va être sous l'œil de vos collègues, de vous et de moi, évidemment, parce que l'Assemblée, c'est aussi un lieu qui est intéressant, facile à regarder. Je dis souvent de l'Assemblée nationale qu'elle est le lieu qui incarne le mieux physiquement ce concept de champ politique. C'est-à-dire que c'est là que vont converger à la fois des ministres, des parlementaires, des assistants, des collaborateurs et toute une série de journalistes. Et donc, c'est un endroit facile à regarder. Mais peut-être qu'il faut qu'on décentre un peu le regard et qu'on se dise à côté de l'Assemblée, il se passe de la politique et essayons de la saisir. Mathilde Costil, on a évoqué les différents groupes. Il y a la droite parlementaire, on appelait ça avant la droite parlementaire, le terme est désormais abandonné, il devrait être abandonné, puisque le principal groupe à droite, il est à l'extrême droite aujourd'hui. Les Républicains, leur score, qu'est-ce que ça signifie quand vous observez une carte de France ?
Déjà, je pense que la première chose qu'on peut noter, c'est qu'au vu des résultats qu'ils avaient faits à la présidentielle, ils ont finalement plutôt bien résisté d'un point de vue local. Et c'est là qu'on voit que, en fait, les ancrages locaux ont un rôle majeur. L'implantation historique sur des territoires, le travail de terrain a en partie payé, puisque en fait, ils arrivent quand même à sauver 64 sièges. C'est évidemment bien moins que ce qu'ils avaient, mais au vu des scores de Valérie Pécresse à la présidentielle, on aurait pu s'attendre à pire. Et en termes de territoire, qu'est-ce que l'on observe sur la manière dont ils se sont implantés ? Ils sont en fait en difficulté dans l'ouest de la France où ils ont été grignotés par LRM, que ce soit dans la Sarthe, l'Eure-et-Loire, la Mayenne, le Maine-et-Loire, et on les retrouve en fait sur les territoires du nord-est et puis le cœur rural de la France, la Corrèze, le Cantal, la Lozère, la Haute-Loire, qui étaient leurs territoires. Mais alors, ce qui est étonnant, malgré tout, Mathilde Costil, c'est qu'on voit parfois sur certains territoires le fait que le Rassemblement national, la République en marche, je confonds les différentes nuances. Le vote La République en marche, il se confond avec le vote qui généralement est dévolu à la droite parlementaire, autrement dit aux Républicains, c'est particulièrement clair à Paris. Effectivement, sur certains territoires, le vote LRM a remplacé le vote LR. Et donc, c'est quand je disais que les Républicains sont en difficulté dans l'ouest de la France, ils sont grignotés par LRM, mais aussi dans le cœur des villes, en fait. Où, pour le coup, dans le cœur des villes, c'est très clair, La République en marche a grosso modo remplacer LR. Est-ce que ça signifie qu'en termes de sociologie électorale, on a affaire finalement à des populations qui sont perméables les unes aux autres, parce que ça pourrait éventuellement laisser augurer d'une coalition? On s'est clairement posé la question, notamment à la présidentielle, en fait, quand on avait vu le score de Valérie Pécresse, de se demander où étaient passées les voix LR. Un des éléments de réponse est clairement chez LRM, mais pas uniquement, ça peut être aussi dans l'abstention, voire parfois chez RN. Et donc là, aujourd'hui, je vous vois avec votre carte. Qu'est-ce que ça signifie sur les différentes nuances? Est-ce que le Rassemblement national, puisque le Rassemblement national a été dans des lieux où on ne l'attendait pas nécessairement, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Qu'est-ce que ça signifie? Ce que vous entendez par là, c'est... Est-ce que cette fuite donc, d'un certain nombre de voix des Républicains vers le Rassemblement national, elle s'est poursuivie ou pas? Oui, en fait, quand on regarde les bascules qu'il y a pu y avoir sur les circonscriptions, en fait, on a Je pensais notamment à certaines circonscriptions rurales, je pensais à la Garonne, je crois que c'est dans le Lot où il y a eu des situations de ce type aussi. En fait, on a 48 circonscriptions de droite qui sont passées à La République en marche. Donc, on a clairement un passage qui s'est fait là. On a aussi 18 circonscriptions de droite qui sont passées à l'extrême droite. Donc, les grignotages viennent de ces deux côtés, en fait. Aussi bien LRM sur des territoires sûrement plus modérés et RN sur des territoires moins modérés, notamment dans Lyon, le Loir-et-Cher, le Loiret. Oui, d'ailleurs, mon camarade Quentin Lafay, qui vient d'entrer, que je salue, se demandait comment les couleurs étaient choisies sur les cartes. On voit qu'on a des cartes désormais parfaitement multicolores, parce qu'avant, quand on était petit, on avait des cartes en 2 couleurs, qui témoignaient donc d'un système bipolaire. Ça n'est plus du tout le cas. C'est vrai qu'on a longtemps eu cette couleur rose pour la gauche et puis bleu pour la droite. On s'est posé la question quand Emmanuel Macron a été un candidat à la présidentielle, quelle couleur il fallait lui attribuer. Le journal Le Monde a fait ce choix de rester dans une couleur qui était proche de celle du MoDem, qui était à l'époque en orange dans les cartes du journal. Donc on est passé sur ce orangé jaune. Et puis s'est posé la question là, à ces élections, de comment on allait mettre la NUPES. Est-ce qu'on allait la mettre dans les mêmes tonalités finalement que LFI, ou est-ce qu'on allait prendre en compte le fait que c'était une coalition où on avait des Verts, du PS, etc. Comment on rendait compte visuellement d'une coalition plus large, et on a fait le choix de cette espèce de violine, donc un rosé qui tend vers le violet, qui permet d'un point de vue déjà graphique de bien voir les différentes couleurs sur la carte, mais qui permet aussi de prendre en compte le fait que c'est une coalition, pas uniquement LFI qui est présent.
Vous avez eu aussi des réflexions à une époque sur les couleurs du Rassemblement national, car ce brun-marron n'est pas anodin. Non, effectivement, c'est pour le coup un choix politique en fait de se dire que le sort en fait du camailleux de la droite pour le mettre vraiment dans un camailleux différent. L'extrême droite a sa couleur qui est dans les marrons, bruns. Donc aussi bien Reconquête où on avait du coup deux variables de couleur que le RN. Merci beaucoup Mathilde Costil. Alors on va découvrir vos cartes dans le journal Le Monde aujourd'hui. Exactement, ça part à l'impression dans la demi-heure qui arrive. Voilà, on regardera ça donc avec attention sur le journal. Merci Étienne Ollion. Je rappelle que l'on vous doit notamment les candidats novices et professionnels en politique aux presses universitaires de France et métier député aux éditions Raison d'agir.